femme se sacrifie pour ses enfants ou pour ses hommes, croit-on que cela justifie qu'elle s'offre un week-end à Rome? Striptease vous déshabille. Avec Robert Stack, Rock Hudson et Lorraine Bacall, minuit, c'est l'heure du grand cinéma, tout de suite sur France 3. France 3, avec les canapés et fauteuils stressless, vous donne rendez-vous. Êtes-vous prêts à prier ce matin? Les évangélistes. Ces nouveaux croisés ont-ils infiltré les secteurs clés de la société américaine? Chuck a ouvert la première banque chrétienne. Ici, on prie pour décrocher le meilleur taux d'intérêt. C'est dans les entreprises que doit se faire le travail de Dieu. Dans cette université, l'Amérique chrétienne forme ses dirigeants de demain. Hugo en fait partie. Leslie, elle, tente de convaincre les jeunes de rester vierges avant le mariage. L'abstinence est la seule solution pour notre pays. Juge suprême aujourd'hui démis, Roy a créé le scandale. Il voulait substituer les 10 commandements à la loi américaine. Ce que les gens veulent en Amérique aujourd'hui, c'est un retour à de vraies valeurs morales. Enquête sur cette nouvelle Amérique qui déroute tant les Français, demain à 20h55 sur France 3. Hello, Marseille. Can you hear us? Comment on s'en sort? Avec ça. C'est un téléphone. Ça fait téléphone, internet et visioconférence. Arrête de tripoter la télé. Konnichiwa. Travailler ensemble à la puissance Cisco. Ma vie de comédienne, c'est d'avoir plusieurs vies. Changer sans cesse de rôle, de tête. Pour mes cheveux, c'est sûr, ce n'est pas facile. Résister à tous les brushings. Mon secret, Pantene. Pantene, système réparateur et protecteur. Un cocktail d'acides aminés de provitamines nourrissantes et vos cheveux sont protégés, donc rien de santé. Sur scène, on ne peut pas tricher. Pantene, le secret de Christiana. Vous écoutez Europe 1, il est 7h20. Ah, au fait, t'as entendu ce matin sur Europe 1? Paraît que ça va repartir. Ah bon? Tiens, regarde qui arrive. Bonjour. Ça va? Bien, vous? Il était trop marrant. Ah ouais. Ça m'a donné envie de lire son bouquin. Moi aussi. Je te jure, il a parlé d'un nouveau moteur hybride qui marche à l'eau. Comment ça, à l'eau? À l'eau de pluie. Bonjour, vous êtes toujours sur Europe 1. D'une façon ou d'une autre, on arrive toujours à écouter Europe 1. Europe 1, parlons-nous. C'est dans le mood. J'ai saisi ma chance, mais la chanson, c'est vraiment venu par accident. Julien Clerc, le visage d'ange des hippies. J'ai un stock de chansons prêt depuis un certain temps et je suis allé auditionner. Je cache énormément mes sentiments, vous voyez. L'homme public si mal connu à force de discrétion. La fêlure, elle est là depuis le début, puis on a eu des fêlures dans ma vie. Mais je suis comme ça, on la sent pas alors qu'elle est là. Sur lui et elle, Julien Clerc vous en dit un peu plus. C'est quand je chante que je me réveille. Julien en clair, mardi à 22h50 sur France 3. C'est après There Always Tomorrow
joué par Barbara Stanwyck et Fred McMurray, et avant Les ailes de l'espérance, que Douglas Sirk tourne Écrit sur du vent, qui lui permet de diriger, pour la 6e fois Rock Hudson, si l'on prend en compte Ne dites jamais adieu, co-réalisé par Jerry Hopper. Dans Écrit sur du vent, déclarait Douglas Sirk, on décrit certaines conditions de vie. Et à cet égard, on anticipe sur ce que va être la société américaine d'aujourd'hui, déclinante en miettes. C'était une critique sociale. Le film montrait les riches, les nantis et la famille américaine. Et comme l'intrigue permettait une certaine violence, cela laissait aussi la place à une certaine force de représentation. La semaine prochaine, le cinéma de Mimi vous proposera Mirage de la vie, avec Lana Turner et Sandra Dee. Là-bas. Louis de Funès. Nous allons fêter la gloriette. Tu es génial. Le terrassement, c'est fait. Se munir d'un revolver, éteindre les lumières. À la gloriette. Hôte accompli, mais meurtrier raté. Inspecteur Ducrot. Il se passe une chose étrange. Non. Si. Oh. Oui. Alors ça. Il risque perpète si Bernard Blier le coince. Connaissez-vous Monsieur Jo? Monsieur Jo, je ne sais vous chercher. Je cherche, oui. Oui, ben cherchez mieux. Tous à la rescousse de notre De Funès national, mardi à 20h50 sur France 3. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition. Une 12e nuit de violences urbaines s'amorce en banlieue parisienne. Une trentaine de policiers ont été blessés lors d'affrontements à Grigny. Mais la province est de plus en plus touchée. À Rouen, une voiture bélier lancée contre un commissariat de police dès 19h. Pour la première fois, le chef de l'État est intervenu sur ce dossier sensible. Il a rappelé la priorité de l'action du gouvernement, la fermeté. Et puis notre invitée ce soir est Sonia Casagrande, une éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse en Seine-Saint-Denis. Alors que les incendies volontaires continuent, nous y reviendrons. Évoquons tout d'abord ces initiatives citoyennes. Certains habitants des quartiers touchés ont décidé de réagir. À Drancy, ce sont des résidents qui ont remis à la police 2 mineurs. D'autres décident de protéger leurs équipements en organisant des gardes de nuit. Voyez cet exemple à Clichy-la-Garenne, où la population a décidé de ne pas laisser les rues aux casseurs. Bertrand Boyer, Michel Anglade. Pour le 3e soir de suite, réunion de crise dans ce préfabriqué au milieu d'une des cités de Clichy réputée calme. Je préfère que tu restes sur le quartier parce que tu connais plus de jeunes que nous. Ces habitants se sont organisés spontanément pour aller à la rencontre des jeunes et tenter de prévenir tout débordement la nuit tombée. Surtout que ça ne dérape pas en baston avec les forces de l'ordre. C'est ça ce qu'on craint là, en ce moment. C'est pour ça qu'on est présent pour déjà demander à tous les jeunes de rentrer chez eux et de leur expliquer la gravité de la situation. Et aussi, on est là pour montrer que les adultes aussi occupent la place publique. Autre mobilisation des riverains à Drancy. Là, 2 mineurs tentant d'incendier un camion ont été remis à la police par les habitants eux-mêmes. Ils les ont amenés au commissariat de police et puis la police va pouvoir traiter parce que la population ici, contrairement à ce qu'on dit de la Seine-Saint-Denis en règle générale, elle est en ce moment très responsable, très calme, même si elle en a marre en vérité. Mobilisation des uns, découragement des autres, comme ici à Clichy-sous-Bois, où un gymnase a été entièrement détruit par des incendiaires. Après un certain retour au calme dans cette ville qui avait vu éclater les premières violences, les acteurs sociaux semblent baisser les bras. Quand je vois ça, je suis un peu désespéré, je suis un peu découragé. Stupeur également à Athis-Mons où un incendie criminel a détruit une partie d'un foyer Sonacotra. La centaine de résidents a dû être évacuée en pleine nuit. Comment je vais faire aujourd'hui avec ma voiture? Avec un pauvre salaire que je gagne. Et mes enfants. Et ce monsieur qui a brûlé sa voiture. À quelques kilomètres de là, à Corbeil-Essonnes, les derniers clients de ce McDonald's ont échappé de justesse aux flammes. Les casseurs avaient projeté une voiture bélier sur la vitrine. Une surenchère que les habitants tentent d'expliquer. Je pense que c'est plutôt un concours entre cités en se disant
Moi j'ai brûlé tant de voitures, moi je vais en brûler tant, histoire de se faire voir et de se faire entendre, quoi. Fait nouveau, Paris Intramuros a également été victime des incendiaires. Des actes isolés de vandalisme succédant aux affrontements directs avec la police, qui note une baisse des interpellations, 70 personnes la nuit dernière. Et puis ce soir, on vient de l'apprendre, une trentaine de policiers ont été blessés à Grigny, dans l'Essonne, dont 2 sérieusement. En Essonne, toujours une école a été incendiée à Savigny-sur-Orge. Alors la nuit de samedi soir a été plus agitée encore que les précédentes en région parisienne. À Évreux notamment, pendant plusieurs heures, une centaine de jeunes a cherché l'affrontement avec la police. Les dégâts sont considérables. Jean-Louis Debré, le maire de la ville, parle désormais de véritable guérilla urbaine. Valérie Ouard. La désolation au cœur du quartier de la Madeleine. Ce matin, les habitants découvraient les dégâts. Une pharmacie, un salon de coiffure, des commerces ravagés par les flammes. Vers minuit, plusieurs dizaines de casseurs ont investi le quartier, cagoulés, armés de battes de baseball, de manches de pioche et de boules de pétanque. Les habitants impuissants ont assisté aux émeutes, parfois délogés de leurs immeubles par des cocktails Molotov. Quand on voit ça, c'est affreux, c'est affreux. Qu'est-ce qu'ils attendent pour les punir? Il fallait les voir débouler dans les cages d'escalier, même dans les cages d'escalier, ils essayaient de grimper. Selon les forces de l'ordre, les jeunes émeutiers cherchaient l'affrontement. 13 policiers ont été blessés, dont 2 grièvement, 2 femmes de la police municipale. 5 interpellations ont été effectuées, mais certains habitants estiment que les policiers n'étaient pas assez nombreux. Tout le monde savait qu'il y aurait des émeutes aujourd'hui ou demain ou après-demain, mais il n'y a pas de CRS, il n'y avait personne. Alors non. Ça, c'est incroyable. Le quartier de la Madeleine avait déjà vécu des scènes similaires, mais jamais avec une telle violence. Le maire de la ville a bien du mal à expliquer ces émeutes dans un quartier où vivent près de 20 000 personnes. Continuer à rénover ce quartier, continuer à dialoguer tous ensemble, continuer à construire et marginaliser au maximum ces casseurs et ces personnages, ces individus qui n'ont qu'une volonté, c'est que ça ne s'améliore pas. Ce soir, une compagnie de 80 CRS est attendue en renfort à Évreux pour y passer la nuit. Alors sans doute par imitation, de nombreuses villes de province ont été ciblées la nuit dernière. Le nombre de voitures incendiées a doublé. Ce soir, de nouveaux incendies ont touché la Seine-Maritime en début de soirée. Une voiture bélier a été lancée contre le commissariat de police dans un quartier sensible de Rouen. Le point avec Jennifer Alberts. La nuit vient à peine de tomber à Saint-Étienne et déjà les premiers incidents. Dans l'après-midi, plusieurs jeunes montent dans ce bus, font descendre les passagers et arrosent le véhicule d'essence avant d'y mettre le feu. Mais tout le monde n'a pas le temps de sortir. 2 personnes sont légèrement blessées. Le réseau est interrompu au moins jusqu'à demain. La nuit dernière à Toulouse, ce sont les voitures qui ont brûlé. Les habitants de la cité de la Reinerie ne peuvent que constater les dégâts avec amertume et exaspération. Moi j'ai mis ma voiture éclatée, les 4 pneus brûlés, machin, truc, avec un texte nique ta mère Sarkozy. Mais c'est pas Sarkozy qu'on a niqué, c'est moi. Face aux interpellations et à l'imposant dispositif policier, les esprits s'échauffent. Le dialogue entre riverains et forces de l'ordre est rompu. On est gentils, on n'est pas des sauvages. Tu as chauffé pour rien, bien, bien. Et vous aussi, vous nous saoulez. Parce que nos enfants, ils sont dehors, vous nous saoulez, vous aussi. Mais vos enfants, ils ne devraient pas être dehors. Eh ben si, ils sont dehors. À la Reinerie, il n'y a qu'une cause à cette violence, à cette colère, un seul symbole de toutes les frustrations. C'est pas une solution, il y a d'autres solutions pour s'arranger. Sarkozy démissionne. Voilà. Mais ça, le fautif, c'est Sarkozy. À Roubaix, dans le Nord, la nuit a été plus qu'agitée pour les pompiers. Une voiture incendiée toutes les 10 minutes. Ce sont surtout les quartiers populaires et réputés calmes qui ont été touchés. Mettant feu aux voitures des gens qui vont résoudre leurs problèmes à eux. Parce qu'ils savent que c'est qu'ils nous mettent dans la merde, c'est le cas de le dire, parce qu'il faut retrouver une voiture. Qui dit trouver une voiture, faire un crédit, hein, parce qu'on n'a pas des sous comme ça de côté. 10e nuit d'émeute, la violence a gagné plusieurs villes de France. La technique employée est quasiment toujours la même. La plupart des groupuscules jettent un engin incendiaire sur une cible avant de s'échapper. Des bouteilles dont on sait désormais qu'elles sont fabriquées en nombre. À Évry, les policiers ont découvert un atelier de confection de cocktails Molotov. Huguette et Jean-Marc Cardeux. Ironie de l'histoire, les cocktails Molotov étaient fabriqués dans des locaux situés sous ce poste de police municipale.
Des caves appartenant aux forces de l'ordre, mais désaffectées depuis quelques mois. Il est 20 h lorsque quelques échauffourées se produisent sur la place de ce quartier sensible d'Évry. Les policiers interviennent pour établir l'ordre. 6 mineurs sont interpellés à 2 pas du poste de police municipale. Leurs vêtements sentent l'essence. Intrigués, les policiers fouillent les environs et tombent sur une cache contenant 150 bouteilles, dont une cinquantaine prêtes à l'emploi. Inquiets, les habitants, à l'instar de ce monsieur qui a retrouvé une grenade dans son parking, craignent de s'exprimer, mais hors caméra, ils confient leur ras-le-bol. Quand on se prépare à utiliser des cocktails Molotov sur des forces de l'ordre, sur des pompiers, sur des équipements publics et sur les voitures de ceux qui se lèvent trop et qui travaillent dur, honnêtement, je pense que la justice doit être sévère. C'est ce qu'attendent nos concitoyens. Les 6 mineurs, dont un seul est connu des services de police, sont toujours interrogés, notamment pour savoir si ce sont eux qui ont eu l'idée de fabriquer ces cocktails Molotov. Il y a bien évidemment là une vigilance toute particulière, une mobilisation spécifique, car il ne s'agit plus d'actes individualisés et ponctuels, mais quelque chose qui ressort effectivement de procédés beaucoup plus prémédités et plus organisés. À Évry, comme dans d'autres villes en proie au trouble, les mineurs sont apparemment en première ligne. Selon le ministère de l'Intérieur, la moyenne d'âge des jeunes interpellés ces dernières 48 heures serait de 16 ans. Très attendu sur ce dossier, Jacques Chirac s'est exprimé pour la première fois ce soir. Une intervention très courte à l'issue d'un conseil de sécurité intérieure convoqué cet après-midi. On écoute la déclaration du chef de l'État. Le dernier mot doit revenir à la loi. La République est tout à fait déterminée par nature à être plus forte que ceux qui veulent semer la violence ou la peur. Et ceux-là seront appréhendés, jugés et punis. Mais nous comprenons bien aussi que l'évolution des choses suppose le respect de chacun, la justice et l'égalité des chances. Et nous sommes tout à fait déterminés à aller dans cette voie et à poursuivre l'effort engagé dans ce domaine. Alors Michel Lemerle, beaucoup commençaient à s'étonner du silence du chef de l'État. Est-ce que cette déclaration, selon vous, est à la hauteur de leurs attentes ? Au fond, le président de la République ne fait que reprendre publiquement cette fois ce qu'il avait déjà dit mercredi en Conseil des ministres. Priorité absolue au rétablissement de la sécurité, mais dans le même temps, il faut donner un coup de pouce supplémentaire à l'égalité des chances en banlieue. Face à tous ceux qui, y compris dans sa majorité, s'étonnaient de son silence ces derniers jours, il a donné un signe en présidant ce Conseil de sécurité. Mais sur le fond, il considère toujours que c'est en priorité le gouvernement qui doit monter au feu pour régler la crise. Dominique de Villepin, d'ailleurs, a annoncé dès ce soir le renforcement des mesures de sécurité et demain soir, il sera à la télévision. Alors, pas de quoi, sans doute, calmer les ardeurs de l'opposition qui ne se contente plus de s'en prendre à Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, ça va bien plus loin que Nicolas Sarkozy. C'est l'ensemble d'une politique qu'il faut remettre en cause. C'est pas un discours qu'on attend, même s'il faudrait que Nicolas Sarkozy cesse ses provocations. Ce sont des actes qui doivent être engagés. Et donc, ce que je demande, c'est un débat parlementaire qui permette au Premier ministre de changer sa politique. Il est temps. Oui, devant la gravité de la situation, chacun s'efforce néanmoins de faire preuve de responsabilité. Il n'est pas question pour nous d'attiser le feu, note Jean-Marc Ayrault dans une tribune à paraître demain matin. Et Bernard Tapie annonce des initiatives communes avec Bernard Kouchner, avec la bénédiction de Jean-Louis Borloo. On n'a pas donné de continuité dans nos actions parce que ça n'intéresse personne. Les Français s'en foutent des banlieues. Ils ne sont alertés par ça que quand ça les emmerde. Il faut mettre dans ces quartiers-là les gens les plus forts dans l'éducation nationale, pas les plus faibles. Il faut mettre dans ces quartiers-là les agents de police qui ont le plus d'expérience, pas des jeunes. À Montfermeil, ils ont 20 ans. Il faut faire en sorte qu'on leur donne le droit de vote aux élections locales. Un dossier dans lequel la majorité a 2 handicaps majeurs. La politique de la ville ne peut donner de résultats qu'à long terme. Bon, les jeunes expriment une colère immédiate. Et puis, deuxième handicap, l'absence de canaux classiques de négociation pour les jeunes, des jeunes rétifs à toute forme d'organisation.
Michel Lemaire, je vous remercie. Alors Sonia Casagrande, vous êtes notre invitée ce soir. Vous êtes éducatrice à la protection judiciaire de la jeunesse. Vous êtes au contact tous les jours avec de jeunes délinquants. D'abord, qui sont-ils ? Alors, tout d'abord, en préalable, il faut dire que parmi les jeunes qui ont été arrêtés ces derniers temps, il y a très peu de jeunes connus, ça a été dit d'ailleurs par quelqu'un tout à l'heure, il y a très peu de jeunes connus des services de la protection judiciaire de la jeunesse et de la justice en général. Hein. Par contre, donc c'est pour ça que je tiens à préciser, il faudrait, parce que le délinquant et jeune casseur, l'étiquette est mise très rapidement, or les faits démontrent que les choses ne sont pas aussi simples qu'on veut bien le laisser penser. Néanmoins, voilà. Vous n'avez pas été surprise finalement de cette flambée de violence. Par contre, nous voyons, nous, la petite partie de jeunes qui a affaire à la justice. Et nous pouvons donc témoigner des difficultés de vie, des conditions de vie des familles et des jeunes qui grandissent donc dans nos quartiers et qui, c'est peut-être pas un hasard si effectivement aujourd'hui ils s'en prennent à un certain nombre d'institutions, de services publics, c'est qu'effectivement le sentiment d'exclusion est grandissant depuis ces dernières années et nous le voyons quotidiennement tous les jours, y compris la dégradation matérielle des conditions de vie, de logement, d'éducation et puis l'aspiration que tout être humain a, et y compris pour toutes ces familles et ces jeunes-là, qui aujourd'hui est battu en brèche dans la mesure où ils voient leurs grands frères qui n'ont pas de boulot, qui même quand ils ont eu une formation, même quand ils ont des diplômes, eh bien ils restent sur le bas-côté de la route et tout ça produit depuis des années une accumulation de désespérance qui certainement s'exprime aujourd'hui. Alors de la manière qu'on connaît, qui effectivement n'est pas... mais peut-être que c'est la seule manière qu'on leur a donnée pour pouvoir s'exprimer aujourd'hui, pour montrer qu'ils sont là, qu'ils sont vivants, qu'ils existent et qu'il faut qu'on les prenne en compte. Justement, on a le sentiment d'un comportement presque autodestructeur. Ce sont leurs écoles, leurs gymnases finalement qu'ils incendient, leurs voitures. Est-ce que c'est vraiment le signe plutôt d'un désespoir que d'une colère, selon vous ? Alors, d'un désespoir certainement, lié à cette exclusion. Et puis, il faut rappeler aussi, les événements sont partis du décès de 2 jeunes. Et la justice a mis du temps à répondre, à ouvrir une information judiciaire sur ce décès. Donc, un sentiment d'injustice aussi très profond qui anime beaucoup de ces jeunes et c'est des choses qui se véhiculent aussi entre eux. Ce sentiment d'injustice, il est profond, il est vécu. Et si aujourd'hui il y a une identification, si les événements se propulsent un peu partout en France, c'est peut-être aussi qu'il n'y a peut-être pas de limitation, mais de l'identification d'une partie de cette jeunesse qui aujourd'hui est en déshérence à ces événements. Donc la réponse, effectivement, c'est à cette hauteur-là. Justement, est-ce que vous avez le sentiment, vous, la protection de la jeunesse, d'avoir les moyens de travailler et de les aider ? Alors, malheureusement, nous avons de moins en moins les moyens parce que la politique, depuis un certain nombre d'années, mais particulièrement depuis 2002, est une politique de fermeté, mais j'ai envie de dire au-delà de la politique de fermeté, c'est une politique de répression. Et les moyens de la protection judiciaire de la jeunesse, qui sont une institution éducative en direction des mineurs en difficulté ou ayant commis des actes de délinquance, aujourd'hui, elle est mise dans la répression. Elle est mise dans l'ouverture de centres fermés, alors qu'il faudrait des foyers classiques pour accueillir ces jeunes. Il faudrait un plus d'éducation. Et aujourd'hui, ce n'est pas du tout ça. Et c'est la construction d'établissements pénitentiaires pour mineurs auxquels va être confrontée notre institution. Voilà. Donc, Sonia Casagrande, je vous remercie beaucoup de votre intervention. Il y avait du football ce soir pour cette 14e journée du championnat de France de Ligue 1. Une belle affiche pour le dernier match, PSG-Monaco, un match qui vient de se terminer. Le score est de 0-0. Lyon reste donc en tête. Les multicoques engagés dans la Transat Jacques Vabre se sont élancés cet après-midi. Direction Salvador de Bahia, 24 heures après les monocoques. Le duo Roland Jourdain-Hélène MacArthur est toujours en tête. Côté multicoque, c'est l'équipage Guichard-Lepeutrec qui a pris la tête de la course. Une course à vive allure, le vent souffle à 26 nœuds actuellement. Voilà, il s'appelle Spencer Tunick. Cet artiste américain aime le nu, les nus et plus encore les foules de gens nus. Les Lyonnais qui se sont prêtés à son jeu le 11 septembre dernier en posant pour lui dans le plus simple appareil
ont été récompensés. Ils ont pu récupérer chacun un tirage de ces photos à l'occasion d'une exposition de l'artiste à Lyon. Sandra Méallier et Olivier Denoyel. Il ne s'en lasse pas, il les a connus nus, il les photographie encore. Spencer Tunick était de retour à Lyon pour révéler la photo qu'il a choisi d'offrir à ses modèles amateurs. Le millier de Lyonnais qui avait accepté de poser a découvert sa vision du port Édouard Herriot et de ses containers. Pour savoir si, où on est, c'est difficile. Hein. Vous auriez aimé vous reconnaître? Oh, pourquoi pas, oui. Ça représente vraiment ce qu'on a fait. Le côté très cantonné dans des boîtes, dans la boîte de conserve de sardines. Mais la récompense, c'est que la boîte est belle, elle est colorée, c'est une palette graphique pour moi. Face au résultat, plus d'évocation concentrationnaire. Quand je vois une photo pareille, je ne pense pas au camp de concentration. Je suis désolée, je vois quelque chose de très plastique, esthétique, de composé, mais je ne vois pas les camps de concentration. 6 installations, 6 prises de vue. À la Sucrière, le grand public va pouvoir lui aussi se faire une idée. L'artiste, en tout cas, est comblé par le résultat. C'est la première fois que je parviens à créer un champ de couleurs dont on ne peut pas dire ce que c'est. Si quelqu'un arrivait ici et voyait ces photos sans connaître mon travail, je pense qu'il n'identifierait pas des corps avant de s'en être approché. Si Spencer Tunick gomme délibérément les êtres devenus matière, abstraction, ces modèles, eux, ne cessent de les rechercher. Moi j'aime bien celle avec les femmes seules. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez beau dans tous ces corps, toutes ces anatomies de femmes qui sont là, posées un peu comme une peinture qui est dingue. Enfin, c'est un côté, voilà, c'est quelque chose d'assez à la fois sensuel et tranquille. La Biennale d'art contemporain explore l'expérience du temps. Avec Spencer Tunick, elle s'offre un moment de grâce. Fin de cette édition, vos prochains rendez-vous avec la rédaction le 12-14 de Laurence Bobillier, le 19-20 Audrey Pulvar et le soir 3 Marie Drucker. Tout de suite, Striptease. Très belle fin de soirée. Bernard Lavillier et Jacques Higelin donnent de la voix entre ombre et lumière tout de suite sur France 3. Êtes-vous prêts à prier ce matin? Les évangélistes. Ces nouveaux croisés ont-ils infiltré les secteurs clés de la société américaine? Chuck a ouvert la première banque chrétienne. Ici, on prie pour décrocher le meilleur taux d'intérêt. C'est dans les entreprises que doit se faire le travail de Dieu. Dans cette université, la